Et on parle pas la bouche pleine, hein? Ah bah si, en fait, ici tu peux. C'est le principe. Ah bah vas-y alors. Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de On parle la bouche pleine. Parce que ici, qu'est-ce qu'on fait? On mange et on parle. Le principe, c'est très très simple. Je suis chez moi le midi, vous êtes chez vous le midi. On mange, vous mangez, je mange. Et un invité qui est chez lui, qui va manger aussi en même temps que nous, et qui va nous parler de son métier, de ce qu'il fait, de ce qu'il aime. Peut-être que vous allez pouvoir lui demander ce qu'il aime, ce qu'il fait, comment il a fait pour y arriver. Et on commence ce premier épisode par un invité très spécial, qui est réalisateur. Mon ami, grand ami, Com. Oh oui, on te voit! Et on t'entend. Antoine! Oui, Tu Com! m'entends? Ça va, tu m'entends? Mais oui, on Antoine, t'entend Antoine, bien. c'est toi. Ça va? Ça va très bien, écoute. Bon alors, je vous cache pas Merci, que... je suis ravi. Je suis ravi, Oui, je suis ravi. Je suis ravi t'es d'être ravi. le premier. C'est vrai? Je suis ravi d'être le premier. Je suis ravi d'essuyer les plâtres pour tous les suivants. Regardez comme il est beau, je vous le mets en gros. Donc, juste avant de commencer à manger, bon appétit. La première question que je pose aux invités, c'est qu'est-ce que tu manges? Mec, tu veux pas voir ce que je mange. Si, je veux J'ai savoir ce honte. que tu manges. Non, mais j'ai honte. Je crois. Voilà. Du riz avec Alors. un petit cordon bleu. Oh mon dieu, Ouais, tu l'as bien vu? oh mon dieu. Voilà. Donc voilà, comme fait du riz et des cordons bleus, et moi je me suis fait des petites pâtes poivrons chorizo. T'es pas du tout chez toi, en fait. T'as dit aux gens que t'étais chez toi. Je suis chez moi, je suis dans mon lieu de stream. Je suis ce repas Doubichprot, salut Doubichprot, ce repas de Cantoche JPP bien sûr le repas de Cantoche. Donc, on va commencer à manger. Vous avez le droit de manger la bouche pleine. Dans le chat, vous pouvez me dire qui mange en ce moment même, parce que bon, c'est le principe. Est-ce que Jean-Pierre Pernoub est là? Oui, Jean-Pierre Pernoubet, la première question. On va commencer. C'est très décousu, hein, c'est pas grave, c'est la première, on s'en bat. Tu connais Twitch un peu ou pas du tout? Eh bien, pas du tout. Figure-toi que je connais Twitch parce que j'ai un pote qui s'appelle Toutoun et qui fait des streams et je crois qu'il joue à Zelda. La dernière fois que j'ai regardé, c'était ça. Il joue à Zelda. Ouais, Moi, c'est je joue toi à qui Zelda, moi. sur 64. Ouais. C'est vrai. Quel Là, bordel c'est toi, cette j'ai vu. émission, Jean-Pierre Pernoub qui nous insultait déjà. Alors, par contre, on va quand même commencer comme par... j'aimerais bien que tu te présentes, tout simplement. En me disant déjà qui tu es, quel âge tu as, où est-ce que tu habites et qu'est-ce que tu fais dans la vie, quoi. J'adore avec la musique, c'était super. Ça faisait un peu, ils nous ont quittés cette année. Non, au César, tu j'arrête vois. la musique. Ils nous ont quittés cette année. Tu la reveux? La revoilà. Le grand Antoine. À la carrière, ok. Qu'est-ce que je dois me présenter brièvement? Bah écoute, j'ai 34 ans. Ok. C'est marrant parce que je dois dire des choses que toi tu sais déjà en fait. J'ai Oui, 34 mais ans, effectivement, je fais de la réalisation, je réalise surtout des publicités, voilà comment, voilà ce que je fais le plus clair de mon temps. Et voilà en deux mots, je vis à Paris, je vis à Montreuil, je vis en banlieue parisienne. Oh, J'habite le pas vraiment à banlieusard, la Paris. honte. Je suis un banlieusard. Et, euh, et voilà, et en fait je fais ce métier depuis, depuis un moment, figure-toi, puisque en fait j'ai démarré avec toi dans Oui, une chaîne de télé à Lille. tout à fait. Et c'était en 2009. Tu peux Et nous sommes en 2023. Oui, on est des vieux, je Donc sais. c'était il y a 14 ans. Et moi, j'ai démarré voilà, d'une boîte de prod juste avant. Donc c'est-à-dire il y a 15 ans. Donc, Voilà. on peut... ton parcours d'école. Qu'est-ce que tu as fait à l'école? Et après, enchaîner juste rapidement, tu racontes un peu les tafs que tu as fait, quoi. Ce qui a fait que, en C'est gros, impossible tu es arrivé à de être manger. réalisateur. Ah, mais tu as le droit de parler la bouche pleine, hein. C'est le but. Ouais, ouais. Écoute, mon parcours d'école, j'ai fait juste une école privée qui s'appelle l'ESRA, mais que j'ai arrêté en cours de route parce qu'en fait, c'est une longue histoire, mais globalement, il y a des écoles publiques pour faire ça. Je dis ça parce que je parle aussi pour les personnes qui ça intéresserait de faire ce genre de parcours, etc. C'est le but Il y a, de il y l'émission. a 1 milliard, voilà, c'est ce que je me disais. Donc du coup, bref, tout ça pour dire que j'ai donc démarré. Enfin, moi, juste après le bac, j'ai fait une école qui s'appelle l'ESRA, qui est une école privée. Il y en a plein, hein, des écoles privées. C'est l'une d'entre elles. Et en fait, la mienne était à Rennes. J'étais avec Jean-Pierre Pernoub, à qui je fais un gros bisou. C'est là-bas que je l'ai rencontré. J'allais le dire, je connais Jean-Pierre Pernoub via Com. Voilà, comme ça au moins on le sait. Voilà. Il a fait l'ESRA Et, aussi, JPP. Exactement. Sauf que voilà, Jean-Pierre Pernoub a fait 3 ans à l'ESRA. Moi, j'en ai fait que 2. En fait,
Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de la deuxième année, il fallait faire un stage et que j'ai voulu, je me suis dit, je vais chercher un stage, mais je vais chercher un boulot en même temps. Si je trouve un boulot, je me barre et puis comme ça, j'apprendrai en travaillant voilà, puis je gagnais un an, on va dire. C'était surtout ça que je m'étais dit. Et en fait, j'ai signé un CDI dans une société de production toute petite, familiale, qui était dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc moi, je suis parti de Rennes, je suis allé dans le Nord-Pas-de-Calais, j'ai fait ça. Donc en gros, voilà, c'était du téléachat. Ouais, c'est Exactement. ça. Hein. Alors on faisait pas que ça, mais on faisait surtout ça. Quand on D'accord. dit téléachat, on sait les gens, on s'imagine le téléachat le matin à l'époque sur France Télévisions ou sur TF1, je sais plus, il y avait des trucs de téléachat. C'était pas ça, c'était encore pire. Non, non, mais c'était les vidéos que tu vois dans les magasins pour des produits, enfin tu vois, genre Castorama, machin, etc. Et c'était des vidéos de promotion de, je sais pas, une scie sauteuse ou je sais pas quoi, tu vois. Et moi qui suis hyper bricoleur, enfin vraiment, ça m'a parlé direct. Je confirme. Non, mais peu importe. Non, 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 Vrai, attendez, juste en vrai, je te coupe. Excuse-moi. Hein. On est quand même chez moi. En vrai, je suis déjà allé chez Laurent Merlin et d'un coup, j'entends la douce voix suave de ce cher Com qui nous dit la superbe tronçonneuse 780D pourra couper tous les arbres. Avec ce ton, hein, vraiment. C'est nettoie plus que les autres. Merde, JPP, hop là, je te vois plus. Voilà, exactement. Nettoie plus que les autres produits nettoyants. Je crois que tout est résumé. Voilà, je m'abuse. On pouvait l'entendre chez Laurent Merlin. À toi, tu reprends. Donc là, tu es dans le Nord-Pas-de-Calais. c'est la vérité. Ensuite, Donc j'ai fait ça 9 mois. Ensuite, il y a une chaîne de télé qui a ouvert à Lille. Et, Weo Big Up j'ai représente. voilà, Weo, et j'ai Je vais postulé balancer le là-bas. lien. Et alors j'ai été pris là-bas, et c'est là-bas que j'ai rencontré Maxime qui est donc dans le chat, et toi, Antoine. Tout Et à fait. d'ailleurs, on faisait le même métier à ce moment-là, toi et moi. Oui. Enfin, on fait toujours le même métier, par ailleurs, Ouais, mais pas on faisait le vraiment. même métier sur l'intitulé. C'était écrit technicien polyvalent, mais en fait, ça voulait dire cadre, montage, euh, préparation de plateau, Ouais, technicien d'exploitation. Enfin, c'était tout. Dans les chaînes locales, on sait comment ça fonctionne. on fait Tu tout. fais un peu tout. Quand je dis chaîne Exactement. locale, j'entends pas les France 3. La chaîne régionale, mais tu vois, mais c'était plus qu'une chaîne locale et il y avait quand même plus de budget. Tu sentais que, parce que pour avoir visité d'autres chaînes locales, tu sentais que celle-ci c'était quand même un autre level, mais néanmoins, on était, je sais pas si tu te souviens, on était 35-40, je crois, en tout, 35 au en nombre de début, 35 au salariés. lancement, ouais. Ouais, voilà. Et donc, bah, tu peux pas dire non, mais moi je fais que cadreur ou que monteur comme sur France 3. Ça marchait pas comme ça. Il fallait faire un peu de tout. Et Exactement. donc, on faisait un peu de tout. Et donc, je faisais un peu de tout comme toi. Et puis, en fait, à un moment donné, on s'est mis à réaliser des émissions, l'un et l'autre, souviens-toi. Les Et magazines. dans cette voilà, Petit exactement, des magazine. magazines. Et en fait, dans ces magazines, on a commencé à faire on a commencé à faire des parodies, des trucs comme ça, des vidéos, à écrire des vidéos. Et notamment, une d'entre elles, on a fait des vidéos, on les balançait sur Internet et on faisait 200 vues avec et on était content. Et un jour, on a eu l'idée de faire une parodie de Bref. Je raconte des choses que je pense que tout le monde sait là dans le chat, mais on Non, sait vas-y, jamais. Il y a peut-être des vas-y. Je personnes qui te. regarderont la vidéo plus tard Exactement. et Mais même qui se pas diront, ça. qui se diront, Spaceman, par exemple, Kimi the Cat et Doubish Prod ne connaissent pas tout ça. Doubish Prod. Doubish Prod, oui. Bisous, Doubish Prod. J'aime le nom Doubish Prod. Écoute, et donc on a fait une vidéo. On a fait une vidéo, toi et moi, Mhm. et Maxime, qui est dans le chat, qui a fait 2 millions de vues. C'était une parodie de Bref, à l'époque où Bref est sorti. Et en fait, cette vidéo a fait office de, comment dire, de pierre dans la vitrine. C'est-à-dire que, au final, après, on a commencé à avoir des sociétés de production parisiennes qui regardaient ce qu'on faisait, et notamment les vidéos qui faisaient 200 vues à l'époque. Oui. Et je me souviens d'une prod, et ça m'amène très vite à cette histoire de réalisateur de publicité. Une société de production qui faisait la publicité a regardé toutes ces vidéos et a dit ah bah moi j'ai bien aimé celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et je sais pas c'est pour mémoire, c'était Le Plot. C'était donc une parodie de film d'auteur qu'on avait fait en 2 minutes qui se moquait des films d'auteur en manière français et où globalement c'était l'histoire d'une idylle entre Antoine et un plot. Je l'ai si vous voulez. Hein. Une autre vidéo qui s'appelait Art versus Wild qui était une parodie de Man versus Wild. Où je mange mon caca. Voilà, il y en avait 3-4 autres comme ça, des vidéos. Le chasseur et aussi, puis, non? Le chasseur peut-être? le chasseur et Sarko Story, qui était une vidéo qu'on avait faite après, qui était une parodie d'une pub Google. Bref, peu importe, tout ça pour dire que, en voyant ces vidéos-là, ils ont dit ah bah vas-y, nous on cherche des nouveaux profils dans la publicité, nanana. Et donc, je fais des grands sauts dans le temps, mais en gros, globalement, on fait notre première publicité que je réalise et dans laquelle tu joues pour France Télévisions. Attends. Donc là, raconte-nous un peu ça. Comment ça Qu'est-ce se que tu veux passe? que je raconte? Tu veux dire ça? Cette pub-là?
Oui, Eh, regarde, c'est toi qui fais un bisou à Nathalie. il prépare quand même son émission, le petit toutoun. Ouais, c'est beau. Si tu veux, on peut la regarder. Si vous voulez, le chat surtout. Ça, c'est quand même, pour info, la pub, le premier pas pour Com, en tant que réalisateur, pour moi, en tant que comédien, dans les vrais tournages. Je C'est le schématise un peu, grand mais monde. en vrai, on est arrivé là-dedans. Pick-up et tout le tralala, on savait pas ce que ça voulait dire. Je me rappelle très bien de cette journée. On vient de la télévision, la télé régionale, qu'on fait tout à la mano. On arrive, vrai tournage, un restaurant que pour le tournage, blablabla. Bla, 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 bla. Bon, on Alors, va j'ai une voir si... anecdote à raconter. J'ai une Vas-y, anecdote à vas-y, raconter vas-y, vas-y, vas-y. sur ce truc-là, parce que tu t'en souviens peut-être pas, mais moi je m'en souviens très bien. On est donc, on nous dit voilà, rendez-vous sur le tournage, sur le plateau. Le plateau. Donc le plateau, c'est l'endroit où on va tourner, mais évidemment, c'était pas un studio de tournage, Un c'était restaurant. le restaurant, comme tu viens de le dire. Rendez-vous sur le plateau à, je sais pas, 8 heures. Et donc, on avait passé la soirée ensemble la veille à Paris, parce Oui. qu'on vivait à Lille à l'époque. Et donc, on arrive à Paris on va sur le fameux plateau. Et autour de ce restaurant, on voit des semi-remorques garées autour, avec des gens qui déballent du matériel, avec des pieds, machin, plein de gens. Enfin, genre un petit village de personnes qui. Et là, je sais pas si tu te souviens, on se regarde, on se dit, ah, il y a un gros tournage à côté de notre tournage. Je me rappelle très bien, ouais. Et en fait, c'était pour notre tournage. Et en fait, à ce moment-là, on se dit, ah ouais, en fait, c'est un vrai, c'est un vrai truc. C'est-à-dire que d'un coup, bah, en fait, il y avait, je sais pas, entre 30 et 40 personnes sur le truc, sur le plateau. Je pense qu'on s'y attendait pas parce qu'effectivement, je pense qu'on savait qu'il y allait y avoir plus de monde que sur nos Oui. tournages à nous parce que nos tournages à nous, on était que tous les deux, enfin, ou trois avec Maxime. Mais en fait, là, d'un coup, on était 40. Et donc, effectivement, c'était une autre dimension, quoi. Mais pour montrer la candeur qu'on avait à ce moment-là, c'est que même on a vu des gens autour et on s'est dit, ah, il doit y avoir un film qui se tourne à côté de nous, tu vois. Et en fait, non, c'était pour nous. Et inutile de vous dire que je me chiais dessus comme Jaja. Oh, bah, tu sais, je pense qu'on était deux. Je pense qu'on était deux. Mais vraiment. Allez, on va se la regarder tranquillou en finissant. Moi, j'en suis déjà au dessert, hein, la petite clémentine, tranquille. Et Ah, t'as un puis dessert, voilà. toi? Ouais, mais moi, je suis comme ça. J'ai aussi un yaourt nature maison, si tu veux tout savoir. Alors, Inch'Allah, normalement, ça marche. Vous allez entendre le son. Hein. Enfin, j'aurais réussi à t'embrasser. C'est une fille. Oh non mais c'est dommage, mais t'as raté ses premiers pas. C'est qui cette morue? Je te déteste. Tiens, je te rends tes affaires. T'étais obligé de te remarier le jour de mon anniversaire. J'ai vraiment bien fait de te quitter. Non, c'est pas une bonne idée. Ça a pas marché entre nous avant, ça marchera pas maintenant. Pour voir et revoir les programmes de France Télévisions, France TV Plus. Voilà. Ça, c'est notre premier pas. Oui, on a le Anecdote, son. j'ai mis l'anecdote à raconter. Anecdote que j'adore sur ce tournage. T'étais depuis pas très longtemps avec la chérie avec laquelle tu as 2 enfants maintenant. Et, et c'est génial parce qu'il y a un bisou dans cette publicité. Ah Il y en bon? a même deux. Il y en a même Il y a deux. 2 bisous. Ouais, non, non. Et je- Il y en a Non, 40. attends. Il y en a 40 des Non, mais bisous. justement, c'est ça le truc. C'est qu'il y a 2 bisous et une claque. Mais la vérité, c'est que pour avoir 2 bisous et une claque dans une publicité, comme on le fait sur plan large, sur plan fixe d'un côté, plan fixe de l'autre et qu'on fait plein de prises, tu t'es pris au moins 80 bisous et au moins autant de baffes, tu vois. Oui, non, un Et peu ça, moins de et basse. ça, et ça, c'est génial parce que je me souviens d'Emma qui me disait ouais, c'est quand même un peu voilà, bah ça fait un peu chier parce que bon bah du coup il a embrassé une fille plein de fois sur la bouche et je fais ouais mais elle lui a aussi mis plein de baffes quelque part. Moi, Ça j'ai arrive, une tu vois. petite question par rapport à ça. Ah non, c'est écrit Anna. Non, parce que sur le petit papier, là, je regardais. J'espère que c'est pas le numéro d'un vrai numéro. Heureusement qu'elle a pas vu la version non censurée, dit JPP. Kimi The Cat qui rigole comme de ça. Classe, bravo, merci Doubi. J'essaie aussi de vous. Non, parce que voilà, vous voyez, c'est écrit Anna. C'est Anna hein, sur le ticket. Vous le voyez pas, vous. Parce que ce petit loulou là qui a réalisé quand même plusieurs pubs, bah, de temps en temps, ces personnages, ils s'appellent Antoine, ils s'appellent Emma. Voilà, c'est les gens qui connaissent. Bon, Ah oui, moi j'ai évidemment. envie de. Alors ça c'était la petite. On va pas prendre cet exemple-là pour détailler un peu comment on fait une pub. J'aimerais bien savoir quand même les grandes étapes. J'aimerais bien. Quelle pub tu voudrais qu'on regarde? Tu sais, pour essayer de s'appuyer en disant voilà, le résultat c'est ça, et les étapes entre guillemets, tu vois, PPM et tout le tralala quoi. L'agence, le Ok. client, le truc. T'as une Pas pub de en souci. particulier qui. Ouais, je pense qu'il y a une pub en particulier qui est parce qu'elle est très très simple à enfin, comprendre. Ouais, non mais c'est bien. Elle est hyper simple et en même temps, comme ça te permet de te rendre compte de justement des différentes étapes. Celle de World of Tanks, justement,
Celle de World of Tanks, celle que Alors. tu préfères, celle du. Non, Celle celle que je du- préfère. Non, celle que je préfère, c'est celle où je suis dedans, ok? Non, Non, mais c'est celle bon. que tu préfères de World of Tanks, j'allais dire. Non, Ah mais bon, tu vois, merde. genre, il y en a deux, il y en a deux. Mais Non, mais je te la sors. Celle de la. enfin, comme tu veux, à vrai dire. En fait, tu peux montrer ce que tu veux. Il y a plein de choses à dire à chaque fois. Donc, il y a Moi, pas en de plus, souci. non, mais alors, sur World of Tanks, tu me dis si je me trompe, tournage à l'étranger, tout le tralala. C'est peut-être un de tes premiers d'ailleurs, tournage à l'étranger, non? Non, il y a eu beaucoup de Non? tournages. Non, parce que juste après je sais pas si tu te souviens probablement pas, mais on était encore à WEO, donc la chaîne régionale dont on parlait tout à l'heure, quand on a fait Big la up pub Max pour Q. Plus ensemble. Et en fait, juste après, j'ai refait une publicité pour France 5. Je sais pas si tu te souviens, je suis allé à Oui. Bangkok pour Oui, tourner ça. la maman d'Emma? Ah non, c'est pas celle-là? Non, une autre, Ah, une autre. c'est pas la Et, maman. et en fait, il a fallu partir à Bangkok. Et je me souviens très bien, partir à Bangkok, être dans, Spider-Man. ouais, être Ok, dans c'est une bon, je me grande rappelle. hôtel, être dans un hôtel, enfin, tu vois, et découvrir ce monde qu'est la publicité, qui est voyage. Alors, bon, voilà, hyper confortable, on va dire, pour dire les choses avec humilité, mais en tout cas, voilà, hyper confortable là, dans des beaux hôtels, etc., etc. Et tu te retrouves dans une giga chambre, machin, dans un super hôtel, et tu vas sur un plateau. Là, pour le coup, il y avait au moins 100 techniciens, parce on est beaucoup plus nombreux quand on travaille en Asie du Sud-Est, etc. Et revenir, prendre l'avion, un business. Donc tout ça est nouveau pour moi. Et revenir, et puis reprendre le cadre, tu sais, dans la chaîne où on Mhm. bossait, quoi. Et je me souviens très bien de ce choc en me disant, ah ouais, ok, en fait, c'est un autre milieu, la pub. C'est un autre milieu, quoi. Tu Donc veux voilà, dire c'est tout. retourner cadrer sur Grand Place avec Nico et Denji qui faisaient leur chronique et Alex Mais, et tout ça, mais quoi. encore une fois, qui est par ailleurs, enfin, c'était super. Et quand tu y repenses, c'est marrant parce que j'en profite pour dire que tu dis oui, les vrais tournages, les machins. Mais en fait, tu vois, 10 ans plus tard, j'estime que ce qu'on faisait sur WEO, c'était pas du tout des faux tournages, au contraire. En fait, tous ces tournages-là, quelque part, il y a plein de trucs que tu peux pas retrouver dans des tournages. Là, tu as appelé vrai tournage, mais ce que tu voulais dire, c'était gros tournage, Oui, avec plein oui, oui. d'équipes, plein de techniciens, machin. Il n'y a pas de faux tournage ou de vrai tournage, mais c'est plutôt que c'est vrai que sur les gros tournages, il y a plein de gens, c'est super. Tu peux aller très loin au bout des choses parce que tu as des chefs de poste qui sont tous très talentueux. Donc, tu as, genre un chef opérateur, un chef déco, un chef costumière. Après, tu as des chefs monteurs, des machins. Et tous ces gens-là sont forts dans leur métier et ils t'aident à faire en sorte que l'idée que tu as eue ou si c'est même pas ton idée, en tout cas la réalisation que tu fais, à la pousser pour faire en sorte que ça soit le mieux possible. Alors que évidemment, on n'avait pas ça quand on était sur Voyou, on était livré à nous-mêmes avec notre truc. Néanmoins, le fait d'être livré à soi-même et le fait de pouvoir tout faire tout seul, bah, ça implique une forme de spontanéité, une impulsivité, on va dire, qui est hyper intéressante, qui est très difficile en fait, à avoir en publicité. Quand tu as 40 personnes qui te regardent et qui te disent, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu vois, c'est Mhm. difficile de leur dire, ah bah tiens, on n'a qu'à essayer de, je sais pas, on prend la caméra, puis on n'a qu'à monter sur le toit de cette maison pour voir si ça fait un plan sympa. Tu peux pas faire ça, tu vois. Il faut évidemment appeler le propriétaire de la maison, avoir vu avec lui avant, demander les autorisations, mettre quelqu'un pour attacher le mec qui serait éventuellement sur le toit parce que pour les assurances, etc. Enfin, tu vois, alors que nous, quand on tournait tous les deux, bon, on est déjà monté sur le toit de notre maison pour faire des plans, tu vois, et on se disait, tiens, ça serait marrant, puis bah, on a qu'à monter sur le toit, puis on fait le plan. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Évidemment, en publicité, ça marche pas comme ça. Donc, en fait, quelque part, t'as des tas de qualités qui sont liées au nombre de personnes et on va dire, au côté très conséquent du budget. Et puis, t'as quand même, enfin, ce que tu perds, on va dire, c'est justement bah, tout ce côté très, très impulsif, spontané, de tiens, on a une idée, vas-y, on essaye. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux Mhm. faire ça, mais tu es vraiment beaucoup plus limité, inévitablement, que quand tu tournes que à deux et qu'au final, il n'y a personne pour t'empêcher de faire quoi que ce soit, tu vois. Et Spaceman qui a une question. Oui. Tes premiers pas dans la pub, est-ce que c'était en tant que réal? Et oui, c'est ça le truc, parce que la pub que tu viens de montrer, qui est vraiment la première publicité que j'ai faite, et la première que tu as faite aussi, mais la première que j'ai faite. Et donc ça, eh ben, j'étais réalisateur, mais encore une fois, euh, euh, très entouré. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas genre, j'étais pas lâché dans la nature complètement. Toutes les personnes qui étaient là, je reparle des chefs déco, le chef déco qui gère la déco, chef Chef opérateur, op, donc chef c'est op. le patron de la lumière, des cadres, etc. Tous ces gens-là étaient très expérimentés. Donc en fait, à partir du moment où tu es entouré de gens très expérimentés, tu peux mettre un petit nouveau. Globalement, le résultat, il peut être moyen, mais ça sera pas tout pourri, ça sera pas mal cadré, mal éclairé, mal décoré, puisque de toute façon, ces gens-là sont très expérimentés autour de toi. Donc en fait, tu limites vraiment les risques en faisant ça. Et d'ailleurs, c'est un truc qui est récurrent en publicité, très souvent, parce que la publicité,
réclament ça, avoir un peu de la chair fraîche, si je puis dire, avoir des nouveaux réalisateurs, réalisatrices tout le temps. Et personne ne fait l'erreur de prendre des jeunes réalisatrices, réalisateurs et de les mettre avec des jeunes chefs opérateurs, jeunes chefs déco. Si tout le monde est jeune, c'est là où tu prends un risque. La plupart du temps, non, on les entoure de personnes très expérimentées pour faire en sorte de se dire, OK, on va avoir une nouvelle vision, mais néanmoins, on va quand même avoir les garde-fous qui vont bien pour pouvoir se dire, on prend pas trop de risques. Mais je Est-ce pense que c'est que vrai dans tout un tas de métiers. Donc oui, c'était ma première pub en tant que réalisateur. J'étais tout de suite réalisateur et donc c'était assez particulier parce que effectivement, on se retrouve réalisateur avec des guillemets quand on fait nos vidéos tous les deux. Et puis après, on se retrouve réalisateur pour de vrai, on va dire, si voilà. Et là, avec d'un coup tous ces gens qui te regardent et qui disent bon bah alors qu'est-ce que tu veux, tu vois. Et toi, tu te dis mais jamais on m'a posé cette question avant. du coup, j'ai envie de rebondir sur le rôle du réalisateur, parce que tu as dit que si tu as au poste clé, c'est-à-dire chef op, déco, machino, tout ça, des gens expérimentés, tu peux mettre un réalisateur qui débute. Donc du coup, et la pub ne sera pas pérave, elle sera pas pourrie. Donc du coup, c'est quoi concrètement le rôle d'un réal dans une pub? Si tu veux, on lance World of Tanks tout de suite et après tu me développes ça. Bah attends, si tu veux, je te réponds à ça. Alors Et puis réponds à après, ça. parce s'il que te World plaît, of Tanks, vas-y. comme Je ça, t'en après, prie. enfin, World of Tanks, on va faire une étude de cas sur Ouais, c'est ça, de exactement. comment on fait le truc. Mais alors, je te réponds à ça. Quel est le rôle du réalisateur? En fait, quel est ce qu'on demande à un réalisateur? Ce qu'on demande à un réalisateur, c'est une vision. C'est-à-dire quel que soit qu'il ait un script qu'il ait écrit, mais je vais même prendre l'exemple le plus courant en publicité, un script qu'il n'a pas écrit, on lui amène et on lui dit, voilà, quelle est ta vision du script, en fait. Et en publicité, ça marche comme ça, et on demande ça même à plusieurs réalisateurs. Je vais reparler de tout ça après, mais en gros, on les met en appel d'offres, en compétition, et on dit, ah bah, à la fin, on fait gagner celui dont on partage la vision. Moi, je vais reparler de ça après. Mais donc, en fait, le rôle du réalisateur, ce qu'on demande au réalisateur, c'est quelle est ta vision, quelle est ta vision. Et pas besoin d'être expérimenté techniquement pour avoir une vision. Mais par contre, ce qu'on te demande, c'est néanmoins d'avoir une vraie plus-value, et si possible, enfin, une vraie plus-value artistique. C'est-à-dire par là que euh, souvent les jeunes réalisateurs, ils sont jeunes et ils vont être inexpérimentés techniquement ou machin, mais ils vont avoir fait leurs preuves sur un autre domaine. Nous, en l'occurrence, enfin là, ce qui me concernait moi pour arriver là-dedans, c'était dans l'humour. On va dire, on avait fait des blagues qu'ils avaient trouvées marrantes. Il s'est dit, il a l'air marrant. Il n'est pas expérimenté en réalisateur, mais il a l'air marrant. Vas-y, donnons-lui une vraie équipe expérimentée. On va voir ce que ça va donner comme truc. Ça aurait pu très bien ne pas marcher. Et finalement, ça a fait ça. Moi, j'étais très content de ce film-là. Ils en étaient très contents aussi. Et donc voilà. Mais par exemple, si je reprends des exemples plus dans le cinéma, Riyad Satouf faisait de la BD. Et puis un jour, quelqu'un s'est dit, putain, mais ce mec, il a un univers en BD, c'est génial. Donnons-lui une équipe de tournage pour voir ce qu'il va faire, quoi. Et il a fait les beaux gosses, tu vois. Et je pense que ça valait le coup parce que d'un coup, il y avait une vision nouvelle. Tu vois, dans le cinéma, ça a impulsé un truc vraiment nouveau que peut-être justement, peut-être même précisément parce qu'il ne connaissait pas vraiment les codes, etc., qui s'était pas auto-limité, si je puis dire, par une façon de raconter des choses qui est celle qu'a un réalisateur expérimenté. Donc voilà, donc en gros, ce qu'on demande à un réalisateur, c'est une vision. Le rôle du réalisateur, maintenant, le rôle du réalisateur sur un tournage, en fait, c'est le seul mec avec, on va dire, le producteur, qui est là du début à la fin. Donc c'est celui qui est censé assurer, souvent on compare ça à un chef d'orchestre ou chef de chantier ou ce que tu veux, mais en fait la vérité c'est que c'est surtout le seul mec qui est là du début à la fin, parce que toi au début tu es accompagné pour préparer tes films avec, je sais pas, des stylistes, etc. Puis après sur le tournage tu es accompagné avec un chef op, avec un chef déco, etc. Puis après au montage tu es accompagné avec un monteur, avec un étalonneur, avec quelqu'un pour faire le mix son. Mais ces gens-là ne sont pas là au début ou à la fin, c'est-à-dire ils sont là à des moments clés. Le seul gars qui est là du début à la fin pour dire bah moi je veux faire ça, voilà l'idée que j'ai du truc, c'est le réalisateur. Il est accompagné avec un producteur et il y a d'autres métiers dont je pourrais parler, mais en tout cas le seul mec qui est là du début à la fin, c'est le réalisateur. Et c'est lui aussi la caution, parce que c'est lui qui se porte caution en disant voilà moi j'ai une vision et pour faire en sorte qu'elle soit respectée, il faut que je sois là à chaque étape. C'est moi qui vais, chapeauter l'ensemble du truc. Ça ne veut pas dire que le réalisateur doit savoir monter, doit savoir cadrer, doit savoir décorer. Il n'est pas obligé de savoir faire ça. Néanmoins, il doit être là à chaque étape et globalement, c'est lui vers qui on se tourne quand il y a une décision à prendre. Quand on lui dit, écoute, pour le stylisme, tu préfères robe à fleurs ou robe unie, bah, il va dire, je sais pas, robe à fleurs parce que j'imagine le personnage comme ça, tu vois. Si ce mec n'est pas là à ce moment-là de cette décision-là, et que le film est réalisé par plein de chefs de poste sans avoir quelqu'un qui partage une vision, peut-être que tu vas avoir un
un chef déco qui s'imagine faire un film à la Wes Anderson, tandis que le chef opérateur s'imagine faire un film à la David Fincher, alors que le monteur, lui, ce qu'il veut, c'est réaliser un truc à la Abdelatif Kechiche. Et du coup, le résultat n'aura aucun sens, puisque en fait, tu peux pas mélanger tous ces trucs-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut qu'il y ait un réalisateur. Du coup, pour rebondir sur ça, là, il y a Spaceman qui a une question, mais je pense que tu as un peu répondu, à toi de me dire. C'est quoi la voie classique pour devenir réal de pub? Et je pense que malheureusement, je suis assez mal placé pour répondre à cette question. Je pense qu'il faudrait demander à un producteur. Mais parce que je vais te faire une réponse de Normand. En fait, je pense qu'il n'y a pas de voie classique. Parce que la publicité, c'est un monde un peu particulier par rapport à, typiquement, si tu me disais, c'est quoi la voie classique pour être réal de fiction ou machin, etc. Réal de pub, c'est un métier un peu particulier. Je pense que si je fais une photographie de tous les réalisateurs, réalisatrices de publicité aujourd'hui, je pense que la plupart sont des gens qui ont un parcours un peu comme le mien, c'est-à-dire aujourd'hui, ceux qui arrivent sur le marché, ils ont fait leurs preuves autrement, ailleurs. Donc nous, c'était avec des vidéos qu'on a fait dans notre coin, mais c'est souvent comme ça, en fait. Tu as fait tes preuves sur des plus petits projets, puis la publicité un jour vient te chercher en disant « Ah, j'ai vu un truc que t'as pas pu vraiment développer par manque probablement de moyens, ou peut-être d'accompagnement artistique, ou je sais pas quoi. Viens chez nous, dans une grosse société de production publicitaire, et on va te donner les moyens de proposer, de mettre ta vision au service de la publicité. » On rebondit du coup sur JPP qui nous dit que la pub, c'est aussi bien un tremplin qu'une voie de garage, en fait. Ça peut être... La pub, beaucoup appellent ça une prison dorée, c'est tout à fait le cas, puisque c'est vrai que je sais même pas si ça... En fait, je sais pas s'il y a une règle, à vrai dire. Je sais pas s'il y a une règle. Ce que je peux te dire, c'est que je peux pas dire, tiens, si c'est comme ça. Tout ce que je peux dire, c'est si tu regardes aujourd'hui comment ça se passe, voilà aujourd'hui l'état actuel des choses. Mais encore une fois, tout ça est voué à changer tout le temps. Enfin, tout ce monde-là, même le monde de la publicité est différent. Moi, je suis arrivé il y a 10 ans, donc avec cette publicité que tu as vue, on me disait, oh là là, c'est pas pareil qu'il y a 10 ans. Et déjà aujourd'hui, ça fait 10 ans, et je peux dire que c'est pas pareil qu'il y a 10 ans. Donc dans 10 ans, ça sera encore différent, etc. Okay. Et tout est tout le temps dans un bouleversement complet. Ce que veut dire JPP par là, c'est que oui, il y a des gens, la publicité, comme ça paye bien, en fait, il y a des gens qui disent, pourquoi je ferais autre chose, en fait. Et ils font ça. Mais en fait, le problème, c'est que si c'est aussi ça ton état d'esprit quand t'en fais, t'en feras pas très longtemps, on va dire. Parce qu'à un moment donné, voilà. On va développer le côté artistique de la pub et avec les étapes, parce qu'effectivement, tu te retrouves artistiquement, mais un réal de pub, c'est pas lui qui crée de A à Z le concept de la pub, l'idée de la pub. Et voilà, que tu l'as dit, c'est le garant, mais le garant à partir de la pré-prod, on va dire, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc, on va regarder tout de suite le petit cas d'école. Il faudrait que je crée un petit jingle cas d'école. Si tu veux le faire, vas-y. Ça va aller. On va regarder cette petite pub qui s'appelle Gas Station, World of Tanks Commercial. Donc une pub pour World of Tanks, tout le monde connaît, j'imagine. On est sur Twitch, non, donc logiquement. Mais c'est pas grave parce qu'on va savoir. Ah oui, peut-être. Ok, pardon. Tu sais, il y a eu pas mal de, comment dire. Sur YouTube, il y a eu pas mal de sponsors sur World of Tanks, tu vois. World of Tanks, c'est des gamers. Ils se lavent pas comme dirait JPP. YouTube. On se la regarde et puis après tu nous expliques un peu les étapes. C'est parti. World of Tanks, jouez avant le 15 janvier pour recevoir votre cadeau. Toutes les infos sur tankiste.fr. Est-ce que tu peux, oui. ça t'embête pas, montrer aussi la deuxième? Parce que comme ça, je vais parler des deux en même temps. Ouais. Ça sera plus simple, je pense. Parce que le tournage a été fait en même temps. Exactement. Oui, donc si vous avez des questions à poser à Com, qui est réalisateur, la barrière, bien sûr, qui est réalisateur de pub, entre autres, parce qu'on finira quand même ce petit on parle la bouche pleine par parler de ton petit court-métrage qui tourne pas mal en ce moment. Ça fait vraiment... je viens de faire vraiment une espèce de pub. J'ai vraiment l'impression d'être en promo de ces chers. Mais grave de ouf. Et là, en ce moment, t'as un petit court-métrage qui tourne pas mal. Allez le voir au théâtre des nouveautés. Mais même moi, en le disant, je me suis dit, je suis en train de faire la promo d'un artiste.
Ah, t'es un peu un artiste, allez. Voilà la deuxième pub, et puis après, on se l'explique. Je te poserai 2-3 questions. Si vous avez encore une fois des questions dans le chat, allez-y, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a du monde? Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes bien? J'espère que vous vous sentez bien et que vous passez un bon petit moment. Ça va faire une demi-heure qu'on est ensemble. Et moi, pour l'instant, je passe un très bon moment. Je tenais à te le dire comme tu t'exprimes, pardon, très, 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 très bien. J'aimerais pouvoir en dire autant. Allons-y. Je retire la pub parce que bon, il me file pas de thune World of Tanks, alors ok. Comment ça marche la publicité? Ça marche exactement comme là, tu reçois plusieurs sociétés de production reçoivent le script. Le script, c'est écrit sur papier. Voilà ce qui se passe. C'est l'histoire d'un mec qui conduit un tank, qui arrive à une station de péage et qui met son ticket. Et quand il lève, il y a la barrière qui touche le canon, donc il peut pas sortir avec son truc. Il peut pas sortir avec son tank. Ensuite, il y a la ligne The best world for tanks is Lord of Tanks et fin de la publicité. Donc toi, tu reçois ça à l'écrit. C'est le scénario. Dit, bah, voilà, on peut dire ça comme ça. C'est le scénario. C'est tout à fait le scénario. Donc ça, c'est écrit par une agence de publicité. Les agences de publicité, c'est en gros Coca-Cola ou là en l'occurrence World of Tanks. Ils doivent communiquer sur plein de supports, c'est-à-dire en radio, en web, en télé, en ce que tu veux. Et en fait, pour ça, en print, et donc ils appellent une agence de publicité qui va gérer leur communication globale. Ils vont dire, ah bah voilà, pour la radio, on imagine ça, pour la télé, on imagine ça, pour le web, on imagine ça. Ils écrivent tout, ils gèrent toute leur communication globale, la plupart du temps, sur plusieurs années. Ce sont des créas. Des appels d'offres pour ça. Exactement, la plupart, surtout une stratégie généralement plusieurs années. Et donc, en l'occurrence, à un moment donné, ils écrivent une publicité télé et là, ils disent ah bah maintenant qu'on a validé avec le client le fait qu'on allait raconter cette histoire-là, on va lancer une compétition. Donc compétition, c'est un autre mot pour dire appel d'offres en fait. Et donc ils appellent les sociétés de production et ils disent voilà, on a écrit ça, qui tu proposes comme réalisateur, qui tu mettrais sur ce projet. Et donc plusieurs sociétés de production répondent et disent bah moi je mettrais lui, moi je mettrais lui, moi je mettrais lui. En l'occurrence la société pour laquelle je travaille, qui s'appelle Vanda, ils disent bah moi je propose Com. Et là ils disent ok bah toi et toi, ils en prennent 3. C'est un peu comme quand il y a un projet d'architecte et qu'à un moment donné on dit bah ils sélectionnent 3 projets où ils disent bah voilà poussez le truc, faites-nous une note d'intention. Toi et toi, faites-nous une note d'intention. Ouais on va dire. Et donc là tu fais une note d'intention. Alors une note d'intention c'est en gros tu fais un traitement sur plusieurs slides, tu fais un beau PowerPoint dans lequel tu mets des images, dans lequel tu mets des idées de réalisation et dans lequel tu dis ta vision, la raison pour laquelle tu dis si vous le faites avec moi, ce sera différent que si vous le faites avec le voisin, tu vois. Et donc ils regardent, ils font ah ouais c'est intéressant, ah ça aussi c'est intéressant, ah ça aussi c'est intéressant. Ils regardent à côté le devis, ah ouais ça c'est intéressant, ça aussi c'est intéressant. Et donc ils disent bon bah finalement on va partir avec ce mec-là parce que peut-être qu'il est moins cher ou peut-être qu'il est plus cher mais c'est plus intéressant ce qu'il propose créativement, etc., etc. Question donc, à ce niveau-là, qu'est-ce que tu appelles la vision? Parce que le scénario, là, ce que tu viens de dire, ce que tu viens de décrire sur les pubs World of Tanks, c'est ce qu'on a vu. Elle arrive où la vision du réal? À quel endroit, à quel moment, à quel niveau? Eh bah, pour répondre à cette question, il faudrait que je te dise comment aurait pu être réalisée cette publicité. Parce que là, tu vois comment elle est réalisée et précisément le but là, et c'est pour ça que je trouve que c'est un cas qui est intéressant sur ce truc-là, parce que c'est précisément là où la réalisation se fait pas vraiment sentir en fait. Tu as l'impression que ce que tu as vu, c'est ce que je viens de te décrire. Tout à fait. Et là, ça va vraiment faire comme si c'était de l'esbrouf, mais en vérité, c'était tout le principe, c'était de dire justement, il faut pas que ça se sente. Typiquement, la vision, en tout cas, ce que je proposais, c'était de dire, comme l'idée, c'est de montrer qu'avoir un tank dans la vraie vie, c'est pourri et pas pratique. Il faut que cette pub ressemble le plus possible à un gars qui est là, qui rentre de ses courses et qui tombe sur une scène avec un mec qui galère avec un tank. Donc en fait, il faut pas qu'il y ait vraiment de mise en scène, pas vraiment de truc. J'aurais pu faire un top shot, tu vois, c'est-à-dire une caméra au-dessus, j'aurais pu mettre une caméra dans Ah, on l'a perdu. Le canon. Non, t'es là, c'est bon. Mettre le mec à l'intérieur de son tank, avoir un gros découpage de machin, mais en fait, je pense, et je suis encore convaincu aujourd'hui, que tout ça aurait desservi
au final le message à la fin qui est The best world of tanks is world of tanks. C'est-à-dire, en gros, avoir un tank dans la vraie vie, c'est nul. Les tanks, c'est cool dans les jeux vidéo, tu vois. Et pour avoir ce côté nul, il fallait que ça fasse un peu, si je peux dire, pauvre, même dans la mise en scène, qu'on ait l'impression que la caméra, elle soit un espèce d'observateur, comme si c'était toi ou moi, et qu'on était en train d'observer cette scène en disant, putain, ce mec, il a l'air de galérer, quoi, tu vois. Mais ça, c'est pas une vision que moi j'ai inventée. C'est un truc que généralement tu tires et c'est là un truc très important dans la publicité qu'on appelle la ref, où en gros tu passes ton temps à te balancer ce qu'on appelle des refs, c'est-à-dire à te dire ah comme dans cette pub-là, comme dans ce film-là, comme lui il ferait, tu vois. Mais typiquement, il y avait plein de pubs pour le loto qui étaient exactement la même chose. Où tu sais, c'était genre ah être riche en fait c'est un peu nul. Tu sais, il y avait le loto à un moment donné, ils ont fait plein de pubs comme ça, où tu vois un mec, il conduit une Porsche, enfin il conduit une espèce de Ferrari très très basse, et puis à chaque fois qu'il doit passer un dodan, il doit sortir de sa caisse, il enlève tous les trucs de son coffre, il passe tout doucement le dodan, puis il remet tout dans son coffre pour faire en sorte que la voiture elle se surélève un peu et qu'elle tape pas au dodan. Et en gros, c'était genre, bon bah voilà, l'auto, c'est un peu chiant, tu vois. C'est un peu chiant d'être riche. Mais typiquement, la façon dont ces pubs étaient faites, c'était exactement ça. C'était genre, t'avais presque l'impression que c'était un prank, c'est-à-dire t'avais un gars qui était là et qui filmait le truc un peu à l'arrache avec sa caméra. Et du coup, ça donnait une espèce de sensation de réalisme et d'authenticité du truc. Et c'est exactement ce qu'il fallait faire, je pense, ici. Il fallait donner cette sensation de réalisme, cette sensation que cette scène n'était pas du tout mise en scène, mais qu'elle se produisait là devant nous, et qu'il se trouve que nous, on en est passé devant, et que, on est passé devant, alors on l'a filmé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, précisément, le fait de ne pas avoir une mise en scène qui se ressent, c'était précisément ça l'idée, je pense, qui était que moi, je voulais développer pour réaliser ces scripts-là. Ok, donc là, on est au moment où tu reçois et tu dis, voilà, moi, je vais le faire comme ça. Je vais le faire un mec qui est plutôt normal, quoi. Et typique. Et ben voilà. Et donc, qu'est-ce que ça implique cette situation pour qu'elle ait l'air la plus normale possible? Et ben après, donc, je fais un pas en avant. Donc, du coup, il se trouve qu'on a gagné cette compétition. Donc, on s'est retrouvé donc à préparer le tournage de cette publicité. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire à partir du moment où tu prépares le tournage? Et ben, faut faire le casting des personnages, faut faire le casting des lieux, si je puis dire, en se disant, bah voilà, faut faire le repérage des lieux, en disant où est-ce qu'on va tourner, etc., etc. Et le stylisme, enfin tout un tas de choses et tout. Mais il y a aussi des questions très très techniques. Mais ça, je vais peut-être en parler juste un petit peu après. Mais typiquement, dans le casting des personnages, eh ben, c'est pareil. Si tu te dis, est-ce que c'est censé être la vraie vie? Oui. Est-ce que c'est censé être la vraie vie? Donc, du coup, tu te dis, bah, je vais essayer de prendre des mecs qui ressemblent vraiment je veux pas un conducteur de tank, enfin. Tu vois, non, là, le gars, il ressemble vraiment à mon père, quoi. Le mec, il pourrait être dans sa Citroën, dans son C3. En fait, c'était ça que je m'étais dit. C'était exactement comme si le mec, il allait rentrer avec sa bagnole, et puis il y avait, je sais pas, son patron ou sa femme ou je sais pas quoi qui lui a dit ah non bah vas-y prends le tank, ça sera plus simple parce que de toute façon c'est bien. Et tu vois, et qui fait ah putain le tank, chier. Bon allez vas-y. Prends le tank, ça sera plus simple. Non mais voilà, et tu vois que le mec s'est dit bon vas-y je prends le tank et tout, et que du coup le v'là avec son truc, et qu'en fait bah non c'est pas plus simple, c'est nul un tank dans la vraie vie, tu vois. Et au final je trouve que toute la réflexion à chaque étape de la production était de se dire qu'est-ce qui va faire en sorte que ça ressemble le plus possible à un tank dans la vraie vie. En dehors du lieu, parce que là cette question pour y répondre, moi j'ai envie de dire, bah, il sort d'un parking ton tank, voilà, t'es dans la vraie vie. Non, c'est vraiment sur la tête du gars, son jeu, comment il est habillé, la façon dont il va se déplacer, parce qu'un chauffeur de tank, peut-être qu'on le voit dans l'imaginaire en mode tu vois, grosse baloche, j'arrive, je conduis un tank, alors que non, pas du tout. Lui, le mec qu'on a vu, il revient du boulot, quoi. Okay. Bah ouais, et je trouve que c'est encore plus flagrant sur le gars justement avec la barrière, parce que tu dis lui je trouve que justement ce mec fait tu sais la façon dont il est sapé et tout, il pourrait faire tu vois comptable, ingénieur, enfin clairement le mec a l'impression qu'il sort du bureau. Ouais, il est saoulé en plus. Enfin, il est pas du tout taillé enfin, si je puis dire, il est pas du tout taillé pour conduire un tank, ce mec. Tu vois ce que je veux dire? Pas dans notre imaginaire. Et puis tu sais, quand il met son petit ticket, il filme un petit, tu vois, genre, je mets mon petit ticket. Déjà, c'est chiant, le mec, il doit monter sur le tank. Enfin, tu vois. Et au final, le truc est tellement sobre que je trouve que c'était justement ça qui était intéressant. C'était être le plus sobre possible dans la mise en scène et être le plus crédible, réaliste possible. Mais réaliste, c'est bizarre de dire réaliste quand il y a un tank dans le truc. Mais tu vois ce que je veux dire? Comme si c'était une voiture normale, sauf que c'est un tank. Du coup, tu changes un seul truc dans ton histoire. Et c'est ce truc qui précisément change tout et qui fait la blague. Tu vois, c'est ça la publicité. Ouais. Bah écoute, c'est très bien. Bah, on va essayer maintenant qu'on a compris le rôle du réalisateur, à quel moment il intervient, de synthétiser un peu les étapes de production entre le moment où tu as gagné et le moment où tu te retrouves en Bulgarie, je crois, je sais plus où on gagne. J'aime ta façon polie de dire
Parle plus vite, mec. Ouais. Mais ça c'est pour le podcast. On va Mais essayer par de contre, synthétiser mène-toi Lyon quand même parce que en 2 mots. ça fait 20 minutes que tu nous expliques que t'as juste fait la vraie vie en mettant un tank. Ouais, bon, pardon. Non mais en vrai, Non, mais y a pas de souci, y c'est a pas pas de pour souci. dénigrer. Enfin, je vais Prends le temps qu'il te faut, il y a pas de souci. Et par Non, contre, non, ce qui est mais c'est sûr, pas c'est grave. que oui, effectivement, tu veux mettre quelque chose en avant, bah tu le mets dans le quotidien, dans la réalité des Oui, gens, oui. et tu mets. Yes. Voilà, c'est le décalage qui marche. Yes. L'idée était pas folle, mais c'est pas toi, donc ça va. Ah non, mais moi j'ai beaucoup aimé justement l'idée du. Non, mais elle est tank, très bien. je Elle est trouve très ça bien, super cette cool. C'est quoi l'agence En tout cas, BETC, c'est quoi? C'est une agence qui s'appelle Roman. Roman, Roman, d'accord. c'est une petite agence qui appartient à une très grosse agence qui s'appelle DDB. Enfin bref, mais en fait c'est une D'accord. agence qui est créativement qui est assez réputée parce que pour notamment faire toutes les pubs Intermarché. Voilà. Ok. Et ça, Tu les peux pubs en Intermarché, citer, souvent ça parle. Tu peux en citer des agences connues, les Bien plus sûr, grosses de Publicis, France? c'est peut-être celle que tout le monde connaît, parce que c'est non seulement la plus connue en France, la plus grosse en France, mais une des plus grosses au monde. Je crois que c'est la deuxième. BETC, qui est un énorme truc, Havas, et qui en fait, c'est les mêmes agences. Au final, tout ça, ça appartient au même gars, qui est Vincent Bolloré. Et puis, il y en a plein d'autres. Enfin bref, il y a des agences, il y en a plein, mais au final, il y en a quelques grosses mastodontes et qui ont des petites structures. Bon, enfin voilà. Ok. Et donc, les étapes de production. Donc, comme je disais, tu gagnes le projet. Donc là, tu dis, bah, tu le prépares. Le préparer, c'est faire des repérages. Donc, on m'a envoyé, quand je dis on m'a envoyé, parce qu'à l'époque, on n'a pas tourné ça en France. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ouais, le son s'est coupé. En l'occurrence, on a tourné ça en Ukraine. C'était à l'époque avant la guerre où on tournait beaucoup en Ukraine. Et donc, donc tu as un repéreur qui est sur place, qui t'envoie plein de photos de parking, il t'envoie plein de photos de stations-service, et toi, tu sélectionnes celle que tu vas venir voir quand tu feras le voyage après là-bas. Ok. Parallèlement à ça, tu fais ton casting. Donc, j'ai lancé un casting en France où j'ai vu plein de gens, et puis du coup, après, tu essaies différents petits trucs, et puis après, tu t'en sélectionnes 2, 3. Ensuite, tu commences à préparer aussi le stylisme. Et puis, encore une fois, il y a des trucs très, très techniques à préparer, mais des trucs tout bêtes, comme par exemple, mettre un tank sur une station-service, c'est pas si facile parce que qu'est-ce qu'il y a sous les stations-service? Eh ben, il y a les réservoirs avec oui, l'essence dedans. tout à Et fait. un tank, c'est très lourd. Et c'est très lourd. C'est aussi lourd qu'un camion, mais les camions, ils sont lourds sur une longueur beaucoup plus grande. Et pas une loi de physique que tout le monde s'imagine bien. Et bah, évidemment, un tank, c'est très lourd, mais sur un tout petit espace. Donc, globalement, le risque, c'était quand même que ça s'enfonce. Et donc, il fallait s'assurer que ça s'enfonce pas, enfin, tu vois, qu'on fasse pas juste exploser la station-service. C'est aussi pour ça que vous avez tourné en Ukraine. C'est une question de Spaceman. Pourquoi l'intérêt de tourner en Ukraine? Alors, l'intérêt de tourner à l'étranger, l'intérêt numéro 1 en publicité, c'est l'argent. La C'est parce moula. que ça coûte Bah moins oui, cher, bah point. oui. Le deuxième intérêt, c'est Qu'est-ce qui coûte moins cher? Excuse-moi, qu'est-ce qui coûte moins cher? Parce que toi, Bah, à ton t'es avis. au même prix, toi. C'est tout le reste, c'est toute l'équipe, tu vois. C'est Ok. juste de la délocalisation, tu vois. C'est Donc, en c'est fait les tu dis- techniciens, la déco, les lights. Exactement. T'emmènes les chefs de exactement. projet, le chef op vient, le chef déco vient, et puis toutes les équipes, en fait, les autres, le reste de l'équipe, c'est sous-traité. Voilà, exactement. Donc la raison numéro 1, c'est l'argent. La raison numéro 2, c'est le lieu. Donc là, par l'occurrence, parce que tu trouves des stations-service et des n'importe où, mais Les tanks, c'est pas pareil. ça m'est arrivé de faire des publicités. J'ai fait une pub l'année dernière pour Peugeot où on a tourné Afrique du Sud au Portugal. Non, mais il y a effectivement, il y a Beaucoup Afrique il y a beaucoup en Afrique du Sud aussi. Ça, tu y vas pour le climat et pour les décors. C'est-à-dire que quand tu veux que ta voiture elle roule et que derrière il y a une jolie montagne où il y a la mer et que tu veux à peu près avoir de la chance qu'il fasse beau parce que tu peux pas faire, tu vends mal une voiture avec une publicité où il pleut, tu vois. Et Surtout bah, quand on est en novembre, parce que la pub, elle doit sortir en février ou en mars. Par Exactement. exemple. Et donc, bah, tu choisis de tourner à l'étranger pour cette raison-là. Ça, c'est la raison numéro 2. Deux. La plupart du temps, tu tournes à l'étranger pour l'argent, et sinon, tu tournes à l'étranger. Des fois, t'as pas le choix. Si on te dit, voilà, la voiture roule devant une montagne et derrière, on voit l'océan. Bon, bah, ça, c'est que à Cape Town, en Afrique du Sud, que tu auras ça. Donc, il faut tourner là-bas. Tu peux pas tourner ça, En Corse. tu vois, ou alors tu peux tourner ça en Corse, mais se crée plein d'autres problèmes. Plein d'autres problèmes. Comment Les tu Corses, fais tu veux arriver dire, les c'est ça? voitures C'est une vanne, Non. les Corses. Je plaisante. Pas de Mais problème. bon, bref, non, mais bon, ça crée plein d'autres problèmes, notamment le fait de trouver des équipes sur place. Il n'y a pas beaucoup de techniciens en Corse voilà, alors qu'il y en a à Cape Town, justement, il y a toute une économie qui se développe autour de ça, parce que toutes les productions européennes vont tourner en Afrique du Sud. Ok. Voilà. Donc le business. Et pour une raison très, 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 très simple,
ok, c'est l'été là-bas, quand c'est l'hiver ici. Quand c'est l'hiver ici, on prépare les campagnes de l'été. Des gens qui font des publicités pour des fringues, pour des parfums, pour encore une fois, des voitures où on veut qu'il fasse beau. Bah, des fois, on a besoin de tourner en hiver pour justement que ça sorte en été. Et où est-ce que c'est l'été quand c'est l'hiver chez nous? Eh ben, en Afrique du Sud. Donc, du coup, tu vas là-bas pour tout ça. Donc, il y a toute une économie qui s'est développée, autour de ça avec énormément de techniciens, de gens qui vivent là-bas. Et c'est drôle parce que quand tu tournes là-bas, tu te rends compte que il y a des Sud-Africains, mais il y a énormément d'étrangers aussi. Moi, quand j'avais tourné là-bas, une pub justement pour Renault, le chef d'éco était britannique, le chef opérateur était italien, et en fait, c'est des gens qui vivaient là-bas 6 mois par an. Ils vont 6 mois dans leur pays bosser, et puis quand c'est l'hiver, hop, ils vont en Afrique du Sud et ils vont bosser en Afrique du Sud. Tu fais une réunion qui s'appelle donc la PPM que tu connais avec l'agence et avec le client. Tu leur dis, bah voilà, PPM, moi, ça veut dire, imaginez, s'il te plaît, pour les Pre-Production néophytes. Meeting. Pré-production. Pre-Production Meeting. Et donc, du coup, tu leur dis, bah voilà, ça c'est le décor auquel je pense, le casting auquel je pense. Voilà, on aura ce tank-là. Et voilà, en fait, tu fais valider tout ça. Donc, parfois ils disent oui, parfois ils disent non, parfois ils disent, ah, ton comédien, on l'aime pas trop, est-ce que tu as autre chose? Parfois ils disent, ah, le décor, il est sympa, mais est-ce que tu as autre chose? Enfin, etc. Et donc, en fait, tu fais une grosse réunion pour valider ça. Niveau prod, c'est aussi délégué. Il y a Spaceman qui pose une question aussi pour savoir si le dire prod, du coup, doit connaître la législation de chaque pays ou alors il a des gars Oui. un peu partout. Ah non, il connaît, il se renseigne. Là, les deux. Ah, ok. Les deux. C'est-à-dire qu'il doit évidemment se renseigner parce que c'est lui, le dire prod, c'est lui qui a la responsabilité juridique. Donc, en fait, il faut évidemment qu'il se renseigne. Et il y a des trucs très, très précis. Quand tu tournes avec un tank, par exemple. Non, mais typiquement, t'imagines le nombre de trucs que ça crée. Tu sors pas un tank comme ça. Tu vois, tu sais, il y a une anecdote comme ça, j'en parle parce que ça me fait rire, mais ils ont tourné la chute du Faucon Noir. Ils ont tourné ça. Putain, vraiment, c'est une anecdote très évasive, mais enfin bon. Je vais chercher en même temps les sources pour être sûr. Les Américains ont tourné la chute du Faucon Noir, je crois, au Maroc, tu vois, un truc comme ça. J'ai vraiment dit n'importe quoi. Mais pour ce faire, ils ont dû importer plein de matos de l'armée américaine. Et typiquement, il y avait tellement de matos que s'ils avaient voulu faire la guerre au Maroc sous prétexte de tourner un film, ils auraient pu. Donc ils ont dû signer tout un tas de papiers, montrer que tout était déchargé, que tu vois. Enfin bon, bref. Donc nous évidemment c'était pas ça, mais n'empêche que quand tu passes devant la police ukrainienne à l'époque avec un char d'assaut, bon bah tu dois montrer que tu as tous les papiers en règle pour dire que oui tu as le droit de te servir d'un char d'assaut là et que t'es pas, enfin tu vois, tu fonces pas vers le Parlement quoi. Bon, enfin bon, voilà. Donc tout ça pour dire que il y a tout un tas de législations évidemment qu'il doit connaître, mais il est épaulé aussi par la Prodexé, ce qu'on appelle la Prodexé, la production sur place, avec tous ces techniciens et son lot aussi d'experts, et notamment de dire de prod et tout, qui sont là et qui eux connaissent mieux leur propre législation. Ok. Voilà. Donc tu fais cette PPM, j'en étais là, tu fais cette PPM, tu fais tout valider, une fois que tout est validé, c'est parti, tout le monde va sur place, et là tu entames la vraie préparation du tournage, tu mets tout, tu retournes sur le décor avec tous les chefs de poste, tu fais, bah voilà, on va faire le premier plan, il sera là, le deuxième il sera là, le troisième il sera là, donc il va nous falloir ça, on va tourner à telle heure, parce qu'à telle heure ça sera plus joli, parce que la lumière elle sera là, tu fais tout un plan de travail. Ça, c'est sur place. C'est ce qu'on appelle les tech requis, en anglais, les repérages techniques en français. Okay. Tu fais le repérage technique. Et ensuite vient le tournage. Donc là, tout le monde est là, branle-bas de combat. Il n'y a jamais eu autant de monde sur le plateau que ce jour-là. Là, tu as les comédiens qui arrivent, se préparent, maquillage, etc. Et puis, tu fais exactement ce que tu as prévu de faire dans ton plan de travail, c'est-à-dire, bon voilà, 9h, on a dit qu'on démarrait avec le plan large, avec le tank qui avance vers le truc. C'est bon, on a la prise, on en fait 3-4. On n'en a pas fait beaucoup parce qu'on avait très peur d'abîmer le tarmac, et si on abîmait le tarmac, il fallait le repayer et c'était très très cher. Donc, je me souviens du dire de prod qui avait une petite goutte de sueur comme ça qui disait t'es sûr que tu veux refaire une prise, et donc voilà, on a le plan large, c'est bon, on l'a enregistré, ok, on resserre, boum, on fait un plan serré sur notre mec qui sort du truc, ok, c'est bon, on a la prise, ok, maintenant on fait le plan avec ça, et etc. T'enregistres tous tes plans au magasin, fini. Voilà, fin du tournage, tout le monde est content, c'est parti, on rentre à Paris et là on fait le montage. Okay. Donc là, combien de temps entre la PPM sur place et la fin du tournage? Alors généralement, ce qu'on laisse comme temps entre la PPM, ce qu'on appelle la PPM qui est faite à Paris, à Paris et le tournage, on laisse une semaine. Parce que ça va être le temps de se retourner. Si à la PPM, on te fout tout à la poubelle. Si l'agence te dit j'aime pas ton casting, ton décor, ton machin, tu vas pas tourner le lendemain, tu vois. Okay. Donc du coup, on te laisse généralement une semaine. Et là, voilà. Bon, la plupart du temps, ça se passe bien, mais on sait jamais. Des fois, tu repars en casting après une PPM, tu vois. C'est souvent, s'il y a un truc qui se passe, c'est généralement ça, tu vois. Je pense que ça m'est arrivé sur la pub Google.
tu vois, parce que j'ai été pris très très tard Très tard. en tant que comédien. Ouais. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, bah Et voilà. le premier avec qui j'ai Bienvenue. tourné a été validé 2 mois avant. Donc je me demande si c'est pas. Ah ouais, bah À voilà. 2 mois, ça me paraît Voilà. tôt. Bon, enfin bref, excuse-moi, je te coupe. Ouais. Ça arrive Non, souvent, non, mais dit JPP d'ailleurs. Les quand PPM PPM, qui sautent. Ouais, quand en PPM, on change de ouais, choses. qui fait sauter. Ouais. JPP bosse aussi dans la pub, hein, pour info. Montage, donc montage, ambiance complètement différente. Sur un tournage, t'es 40-50, en montage, t'es deux. Le monteur Ouais. ou la monteuse et toi. Et Plus donc, souvent une monteuse. Tu dis si je dis des bêtises en pub. ah non, pas du tout plus souvent une monteuse, c'est Ok. vraiment, je pense, moite-moite, je dirais. Ok, d'accord. Et surtout, je sais pas, je pense que c'est vraiment je pense qu'il y a plus d'hommes que de femmes dans ce truc-là. C'est encore très genré, tous les postes, hein. Je veux dire, Ok. c'est plus ou moins, il y a beaucoup de stylistes qui sont des femmes, il y a beaucoup de maquilleuses qui sont des femmes. Ça change. Il y a de plus en plus de réalisateurs qui sont des réalisatrices, il y a de plus en plus de monteurs qui sont des monteuses, il y a de plus en plus de, tu vois, mais néanmoins, pour l'instant, c'est encore malheureusement très genré, très cliché, quoi, tu vois. Et Ok. donc, bon, voilà. Donc, monteur ou monteuse, et là, t'es que deux, et là, c'est un autre délire, en fait, parce que du coup, t'as généralement, et je sais que ça va paraître beaucoup, mais t'as généralement 3 jours pour monter une publicité qui fait 30 secondes. Donc là, tu dis, ouais, c'est beaucoup trop long. Effectivement, c'est long, mais généralement, ça te permet de te dire, bah, du coup, tu vas tout essayer. Tu essaies toutes les façons de le monter. Souvent, tu as une façon que tu as instinctivement, tu dis, bah, c'est comme ça qu'il faut le faire. Mais parce que tu as le temps, tu essayes d'autres trucs, tu te mets un peu en danger, tu dis peut-être au monteur ou à la monteuse, tiens, mais essaye un truc complètement différent, oublie complètement ce que j'ai en tête et fais ton propre truc. Puis tu sors de trucs de tout ça, puis tu fais, puis tu essaies plein de versions. Et puis, ce que tu aimes bien, généralement, et ce que aiment bien les agences, notamment quand tu vas leur faire la présentation des montages, c'est-à-dire après ces 3 jours, bah, t'aimes bien leur montrer plusieurs versions en disant, bah voilà, on a cette version-là, on est un peu plus souvent en plan large, mais du coup, c'est plus comique pour ci, pour ça. Ou on a ça, c'est marrant parce qu'il fait telle réaction serrée. Et puis après, bah, c'est une façon de s'accorder. Tu vois, moi, je me souviens très, très bien, par exemple, que dans mon souvenir, les montages initiaux de ces pubs-là étaient un petit peu plus gaguesques, un tout petit peu plus. Tu vois, le Mhm. mec, il avait une petite réaction, genre putain, ça fait vraiment chier. Et je me souviens de l'agence qui me disait non, non, mais mec, faut que ça soit le plus droit possible. Que c'était genre vire toute potentielle émotion, tu la vires, faut qu'il se passe rien. Il Et se passe rien je me sauf souviens le de dire temps, ah quoi. ouais, c'est ouais, exactement. Non, mais typiquement, même le mec, il fait son plein, tu vois, je lui avais fait faire plein de trucs. À un moment donné, genre, il s'ennuyait, il regardait sa montre, enfin, tout un lot de réactions. Et en fait, c'est le genre de truc, t'en enlèves, puis à la fin, en fait, tu vires tout, puis finalement, il fait juste un tout petit mouvement d'épaule, tu vois. Mhm. Mais encore une fois, c'est une façon, c'est une vision aussi, tu vois, et l'agence de pub a sa propre vision du truc, et en fait, c'est une espèce t'essaies de jouer sur les mêmes partitions, donc tu t'accordes, enfin. Tu vois, tu t'accordes et tu dis, ok, ah ouais, d'accord, ok, ouais, d'accord. Personne, enfin, bon, bref. Donc voilà, et donc une fois que tu es content, tu montres ça à l'agence. Une fois que l'agence est contente aussi, tu montres ça au client. Une fois que le client est comparti, tu fais la finalisation du film. La finalisation du film, c'est l'étalonnage. L'étalonnage, pour ceux qui ne savent pas, c'est le réglage des couleurs, du contraste, enfin, c'est vraiment donner un look à l'image, on va dire. Et le mixage son, la plupart du temps, c'est juste faire en sorte que, typiquement, bah, la station-service, on a rajouté une ambiance de ville. Je pense qu'on l'entendait pas ici là, mais une ambiance de ville comme si on se disait, bah voilà, c'est une station-service plutôt de périphérie. Enfin bon, voilà, c'est ce genre de truc. Et parfois, tu rajoutes des petits bruitages, le bruitage du pistolet sur le truc, le bruitage du mec qui sort, enfin, ce genre de machin. Et tu peux décider de faire exister ou pas plus ou moins une réplique. Là, on n'a pas de dialogue dans cette pub-là, mais la première pub que tu as montrée dans laquelle tu joues, il y a du dialogue. Parfois, le dialogue qu'on entend, c'est pas celui de la prise en Ouais, vidéo. vous faites des retakes Et son en exactement, post-synchro. exactement. Donc tu peux faire ces trucs-là. Tout ça, ça se passe à la finalisation, au mix son. Et une fois que tout est fini, c'est parti, ça part en diffusion. Et là, tu n'entends plus parler du projet. Et le gros chécos. Non, non. Bah là, en l'occurrence, sur World of Tanks, pas du tout, parce que c'était vraiment un budget ridicule. La raison pour laquelle aussi on est allé tourner en Ukraine. D'accord. Donc cette pub, c'est tourné sur 3 jours. Donc c'est un Ouais. peu particulier. Ça se tourne souvent comme ça, une pub, Ah bah là, pardon. typiquement, pour moi, c'est le cas inverse de World of Tanks, c'est-à-dire que là, il y avait un script qui était c'est l'histoire d'une équipe de foot qui, donc le script, l'idée était là, hein, évidemment, elle était écrite par l'agence qui est donc Avas et qui dit voilà, c'est l'histoire d'une équipe de foot. On comprend qu'ils sont super nuls. Puis il y a un entraîneur qui arrive, qui les fait en sorte qu'ils se défoncent en lisant la presse, il découvre des trucs et il leur fait faire des choses à travers les coupures de presse. Et, en fait, à la fin, on a l'impression qu'ils sont devenus forts, ils mettent un but, ils sont trop contents, alors qu'en fait, on comprend juste qu'ils ont juste mis un but, mais il y a toujours 14-0, quoi. Il y a toujours 14-1, machin. Donc l'idée de base était là.
mais il y avait 1 milliard de façons de faire différentes. Moi, ce que je voulais vraiment là-dessus, c'était leur dire, typiquement, la plus-value, on va dire, le truc vraiment que je voulais rajouter là, c'était le fait d'inscrire cette pub, comme c'était pour la presse locale, c'était d'inscrire cette pub dans un territoire, tu vois, et se dire, OK, on n'est pas à Paris, ou on n'est pas. Parce qu'à la base, ils s'imaginaient tourner ça un peu en banlieue parisienne et tout, voilà. Et je me suis dit, non, mais je pense qu'il faut qu'il y ait un vrai truc de truc local. Et quand on est dans des plus petites villes loin, là d'où moi je viens. Kimi the Cat, on aussi. était chez toi. Hein. Si t'es encore là, Kimi the Cat, pardon. Et du coup, il y a un truc, le fait d'être tout le temps en déplacement. Donc, du coup, il faudrait qu'ils aient un vieux van déglingué. Il faudrait qu'on sente que, typiquement, les murs sont. Enfin, tu vois, donc, typiquement, là, dans certains décors, on peut repérer un peu de la brique. Il fallait qu'il y ait du relief parce que bon, ils faisaient une randonnée. Donc, je me suis dit. Enfin, bref. Donc, du coup, tu te poses toutes ces questions-là et tu te dis. À la base, quand tu regardes le script tel qu'il est écrit, ils avaient aussi fait un petit storyboard. C'était vachement. Il n'y avait pas de déambulation, il n'y avait pas de. Tu vois, il y avait pas. Ouais, puis en fait, ça pouvait se passer n'importe où. Mais moi, je me suis dit, oui, ça peut se passer n'importe où, mais il faut que ça se passe dans un endroit où on se dit, OK, c'est intéressant. Tu sais, comme quand tu regardes par exemple Le Grand Bain et tu dis, OK, ça se passe dans un territoire en particulier, ou comme quand tu regardes, il y a certains films comme ça, tu dis, OK, le territoire fait partie. Et un personnage, on va dire, du film aussi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu dis, pourquoi après tout il y aurait tout un lot de supporters derrière cette équipe au final, parce que c'est peut-être le seul truc dans ce village qui les divertit, ou qui se dit, ah vas-y, ils nous font marrer, c'est notre équipe un peu de bras cassés, mais on les aime, tu vois ce que je veux dire. Et donc je me dis, il faut se dire, du coup ça se passe dans un village ou dans une toute petite ville, et donc voilà, essayer de faire passer cette notion là par justement les déambulations, le côté très déglingué, on va dire, à la fois du van et puis de certaines personnes. Non, mais bon, voilà. Donc, tout ça pour dire que là, la réalisation. Enfin, je suis convaincu. Autant sur World of Tanks, je pense que tu donnes ces mêmes scripts à un autre réalisateur, tu pourrais avoir à peu près la même pub s'il se dit que oui, il veut faire ça un peu en mode naturaliste et tout. Autant celle-ci, c'est sûr que c'est le genre de publicité. En fonction et je dis pas que ça aurait été moins bien du tout, mais je veux dire, tu donnes ça à n'importe quel autre réalisateur, tu as des pubs complètement différentes. Parce qu'entre un mec qui va tourner ça en banlieue parisienne, avec un casting différent, avec. Enfin, tu vois, quand tu regardes les plans, il fait même pas très beau. Enfin, tu vois, Non, c'est assez. Tu vois, c'est particulier, mais tu te dis, ça crée quand même une espèce de look, d'ambiance que moi personnellement j'adore, et c'est aussi. Je sais pas si c'est ma pub préférée, mais c'est vraiment une de mes préférées, c'est sûr. C'est une desquelles dont on me parle souvent aussi, et c'est une de celles pour lesquelles parfois on me dit c'est ce qui ressemble le moins à une pub. Aussi par sa durée, parce que comme tu dis, elle fait 1 minute 42, mais aussi par son look, c'est des castings. C'est des visages, des machins qu'on voit plus rarement. D'ailleurs, combien écoute Jean Reno, du coup, qu'on voit là? Le mec, c'est l'équipe de Charleville, je crois. Non, Nouzonville, pardon. C'est la vraie équipe. On voit RC Nouzonville, ils sont venus jouer. Ils étaient très cool d'ailleurs. S'ils tombent sur ce live, merci pour l'apéro d'après-tournage. Toi, tu n'y as pas eu droit, mais moi, quand j'ai fini mes prises, il nous a invités au Clubhouse. Je peux te dire qu'à 14h, c'était. Il y en avait qui pouvaient plus conduire de l'équipe. Et le mec ressemble clairement à Jean Reno, quoi. On est d'accord. Hein. Bon, enfin, bref, c'était. Non, mais donc voilà. Et donc, voilà, je sais pas trop quoi dire d'autre sur ce film-là. Non, c'était juste. C'était vraiment un super tournage avec néanmoin ce truc trop bizarre. On a tourné quand le Covid arrivait, donc c'était très 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 bizarre puisque tout le monde était sur son téléphone en train de regarder les news, et globalement on a démarré le tournage. Plus ou moins serein, en se disant on part en tournage, mais on sent qu'il y a une pandémie qui arrive. On est rentré en catastrophe parce qu'ils allaient fermer Paris, quoi. Et concrètement, que toute l'équipe, la plupart venaient de Paris, et qu'ils étaient là, ils voulaient pouvoir rentrer chez eux, quoi. Exactement. Concrètement, on est arrivé le 13 mars le soir. Premier jour de tournage le 14. Le 14, Macron à 20h annonce que confinement. Voilà. En gros, pour faire simple. Et on devait faire 14, 15, 16, et on a fait 14, 15 le dimanche et 16 matin, et après on a retourné en août une journée. Ouais. Et j'en profite pour saluer toute la petite équipe des comédiens qui étaient là. On a encore un petit groupe Facebook, groupe WhatsApp, pardon, pour se donner des nouvelles, parce qu'on s'est bien amusé. Ils sont tous très sympathiques. Voilà. Et tous très bons. Enfin, franchement, moi, j'ai vraiment aimé ce tournage. Et aussi, en plus, j'ai aimé ce tournage aussi parce que c'est les tournages qui durent sur plusieurs jours avec les mêmes comédiens et tout. Ça crée quand même un petit truc.
Et puis, Ah il faut oui. dire ce qui est, tu vois, Oui. c'était vraiment un tout petit budget, cette publicité, et du coup, on a demandé des efforts à tout le monde, et c'est marrant parce que quelque part, c'est moins bien, on travaille moins confortablement, mais par contre, ça crée une espèce de cohésion, tu vois, du fait que, bah, je sais pas si tu te souviens, mais certaines personnes ont partagé leur chambre d'hôtel, enfin, on dormait dans Ah un bah hôtel où moi. tu vois, bah Et toi voilà, aussi moi d'ailleurs. aussi. Tu Ouais. vois. On était, enfin, ça crée un espèce de truc. On disait bon les gars, on va tourner un peu en mode commando quoi. Et d'ailleurs c'est comme ça qu'on l'a fait ce tournage. C'est pas du tout un tournage publicitaire classique. Il y avait Non. pas du tout. L'agence a vraiment, le client est venu vite fait mais pas trop. Oui, on L'agence l'a a croisé carrément vite joué fait, le oui. jeu. Mm. Ils sont arrivés, ils avaient des idées, mais et globalement ils nous ont laissé faire. On a pu tourner énormément chaque jour. On a Ouais. pu tourner beaucoup de plans et vraiment c'était super quoi du coup parce que on a pu faire le film, enfin franchement, on a pu faire le film que moi je voulais faire en tout cas. Et il y a toujours des trucs perfectibles évidemment, mais non, je suis quand même content et je suis surtout content qu'on m'en parle encore aujourd'hui. Et pas que en France, tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a des gens, parce que du coup quand tu tournes à l'étranger, tu montres cette pub aussi à d'autres gens et d'autres producteurs et de machin, et les mecs ils disent ah moi j'ai regardé ton site, j'ai beaucoup aimé cette pub là, tu vois. Ça Mais c'est je fou pense ça. aussi, Ça encore c'est une fou. fois, pas. Ouais. Mais je pense aussi, c'est parce que aussi, ça ressemble un peu moins à une pub et c'est pas une qualité de moins ressembler à une pub. Ce que je veux dire par là, c'est que comme on est tous rompus à l'exercice de la publicité, quelque part, il y a des choses qu'on voit plus qu'on fait naturellement. Tu vois, dans les lumières, dans les plans, dans les trucs. Et en fait, quelque part, c'est le fait ça ressemble plus à un petit court-métrage dans le côté aussi un peu à l'arrache, dans la façon dont c'est Mhm. filmé, Mhm. montrer le fait qu'il fasse. Typiquement, dans une pub, c'est rare qu'il fasse gris, tu vois. Ah bah Typiquement. oui, oui, Un oui. truc. Et là, il fait gris, tu vois bien que, tu vois, typiquement dans une pub, tu montres pas une vieille tribune déglinguée comme ça, ou un van tout pourri. La plupart du temps, les véhicules, ils sont quasi neufs. Enfin, tu vois, le stylisme et tout. Tout ça, c'est des trucs. Et en fait, tous ces trucs-là mis bout à bout fait que souvent, les publicités, bah, tout est un peu clean, tu vois. Et là, c'est pas le sentiment qu'on a là. Donc, je pense que rien que ça crée une espèce d'effet de nouveauté aux yeux de personnes qui sont rompues à l'exercice de la publicité. Tu vois, qui Donc font que de la ça fait un publicité. peu court métrage quoi. D'ailleurs, petit bisou à Max Q là qu'on voit les bras en l'air en noir sur la droite du plan. Je sais pas s'il est encore là, mais Malheureusement, et je m'excuse encore, il a été coupé au montage parce qu'il oui, avait il une avait une scène belle plus scène. importante que ça, Tout à fait. qui était très bien Euh, joué par ailleurs, hein. Ouais, bof. Non, 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 si. Je crois qu'il est parti. On arrive tranquillement vers la fin. J'avais encore plein de trucs à faire, à te faire voir. J'aurais bien voulu qu'on regarde la bande-annonce de Booksmart, ton court-métrage. Tu nous racontes un Bah, peu si tu veux, rapidement. On c'est va 30 se secondes. regarder. Ouais, c'est 30 secondes. On va se regarder la bande-annonce. Juste pour planter un peu, c'est facile de faire la transition euh, pub court-métrage. Alors, je crois pas du tout avoir opéré cette transition et je crois pas qu'il y ait vraiment une transition. Encore une fois, je pense qu'il faudrait me poser la question à quelqu'un qui a dérivé vers la fiction et qui a arrêté de faire de la publicité. C'est pas du tout mon cas. Par contre, ce que je peux te dire de ce que j'ai vu de ma fenêtre, on Mhm. va dire, c'est que le monde de la fiction est un monde complètement différent que le monde de la publicité. Les interlocuteurs, d'un point de vue technique, quand tu es une équipe de tournage, sont les mêmes. Les mêmes Mhm. chefs opérateurs, les mêmes chefs d'éco, ce sont des gens qui font les deux. Ils font et de la publicité et de la fiction. Les interlocuteurs au-dessus de toi, c'est-à-dire les producteurs, les distributeurs, etc., sont complètement différents et ne cohabitent pas, très rarement, avec les gens. C'est tout ce que je te dis, quand je te dis que tout est en bouleversement perpétuel, est en train de changer. Par exemple, Vanda, avec qui je fais de la publicité, ils sont en train de se lancer dans la fiction et ils viennent de faire un unitaire pour France Télévisions. Ok. Mais donc tout ça, c'est en train de changer. Mais néanmoins, l'univers, moi, dans le monde dans lequel je suis arrivé, c'était des sociétés, et ça l'est encore aujourd'hui principalement, très séparées, avec des gens qui ont un logiciel de pensée très différent. D'un côté, ceux qui font de la publicité, et de l'autre côté, ceux qui font de la fiction. Et c'est pas forcément des mondes qui cohabitent très bien, puisque encore une fois, le logiciel est différent. Tu vois. Mhm. On va se regarder ta petite bande-annonce, tu nous en parles un peu, et puis Allez, après on fera le tour de tes réseaux sociaux pour conclure. Je t'avais pas dit ça. non. Since I read loads of books, I know a lot of stuff. I know how it all started. But I have to say that right now, it's like I don't know anything anymore. Ça donne envie, hein? Oh, c'est gentil.
Non, franchement, Sandek. Et alors, pour être honnête, je l'ai regardé en allant sur ton site à 12h20. En me disant, tiens, il faudra que je mette le site de com. J'avais pas vu, moi. J'ai pas eu la primeur de voir le site, le court-métrage. Hein. Tu sais très bien que je suis très content. Non, sans déconner. Mais en tout cas, ouais, ça donne envie. Donc, ça raconte quoi? Attends, putain. Qu'est-ce que vous avez mis dans ce court-métrage? Qu'est-ce que t'as mis dans cet album? Alors, d'abord, j'aimerais préciser juste que on dit court-métrage, mais il fait 3 minutes. Donc, il est quasiment aussi court, il est quasiment aussi long que la publicité que tu as montrée juste avant. Donc, c'est très, très court. C'est vraiment. Je dis ça parce que la plupart du temps, les courts-métrages en France, ils vont faire entre 15 et 25 minutes. Ouais. Voilà. Et donc, là, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment un très, très, très court-métrage et qui a été fait un peu hors circuit. C'est-à-dire, c'est pas un court-métrage traditionnel au sens du court-métrage français, tu vois. C'est un court-métrage que j'ai fait avec la société avec laquelle qui fait normalement de la publicité, qui s'appelle Vanda, qui fait que 3 minutes, c'est que une journée de tournage, etc., etc. Donc c'est vraiment, c'est un premier pas pour moi vers la fiction, mais néanmoins c'est un tout petit pas. Tu vois, c'est pas genre j'ai fait un court métrage et c'est parti. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Voilà. Donc je veux juste préciser ça. Et de quoi parle le film? Bah écoute, tu parles pas anglais, mec? Non, je déconne. Si, j'ai compris, le gamin, il a lu un livre. Non, mais je plaisante, c'est bon, je plaisante. Non, c'est pas, en fait, c'est un gamin qui est passionné par les livres et qui passe son temps qui fait un peu les monsieur je sais tout, qui pense savoir tout sur tout et qui, voilà, fait une espèce enfin bon, bref, tu comprends qu'il passe son temps le nez dans les bouquins, qu'il sort pas trop de chez lui et en gros, il lit des livres. Et donc, que grâce à ça, il sait tout sur tout, donc, voilà. Et sauf qu'en fait, ce qu'on comprend là, dans la bande-annonce, No spoil. je te dis ce que tu as vu dans la bande-annonce. Hein. Il voit sa voisine et là, il se passe un truc qu'il ne sait pas du tout ce que c'est. Quoi. Voilà. Sous-entendu, c'est l'amour. C'est pas écrit dans les livres. C'est pas écrit dans les livres. Le plus important à vivre, c'est de vivre au jour le jour. Ok, d'accord. Voilà, exactement. Et donc, j'ai fait ce film pour l'exercice de montage notamment. C'était vraiment. J'ai fait ce film pour plusieurs raisons. Je voulais faire un petit projet de fiction, même si c'était petit. Je voulais faire un projet de fiction petit 1. Petit 2, je voulais le faire en anglais pour le challenge parce que quelque part, j'avais envie aussi de m'obliger à faire un truc en anglais pour m'obliger à travailler l'anglais aussi. Parce que c'est parti à Londres, quand même, on peut le dire, avant le Brexit. Ouais, et j'ai écrit là-bas notamment. Ouais, ok, d'accord. Donc, d'où le fait aussi, pendant une année, t'es allé à Londres. À peu près une petite année. Sur le principe, j'avais parti une année, mais avec le truc, au final, je suis parti un peu moins de 9 mois. Et sur ces 9 mois, je passais la moitié du temps à Paris. Voilà, c'est ça. Le truc, c'est non, c'est pas le Brexit. Le truc, c'est pas... le truc, c'est le Covid. Ah, je suis parti, le Brexit avait déjà été. Londres, enfin, l'Angleterre n'était pas encore out, mais ça avait déjà été voté. Tu vois. Ouais. Donc, voilà. C'est pas ça, je demande l'intérêt. Oui, vas-y. Non, juste le troisième truc, c'était la performance, l'exercice de montage. L'exercice de montage, parce que c'est un truc qui est très, très, très clippé, et j'avais jamais fait ça, et je voulais faire ça, et ça m'intéressait. Voilà. L'intérêt pour Vanda de produire un court-métrage, du coup, tu l'as un peu dit tout à l'heure, mais pourquoi ils t'ont produit l'intérêt, c'est un pari, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt instantané. C'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est de se dire, on fait ce film. Moi, je leur ai dit, franchement, je pense que ça peut aider aussi en publicité, en disant, voilà, ce film, comme il fait que 2 minutes, il peut être aussi montré à des agences de publicité, etc. Et peut-être ça peut nous amener à gagner d'autres appels d'offres grâce à ce film-là. Ça, c'est l'intérêt numéro 1, qui est l'intérêt plus direct, on va dire, en disant, bah voilà, regardez, il sait faire ça, tu vois. Et l'intérêt numéro 2, c'est le prestige, on va dire. C'est-à-dire que, je m'explique, au long cours, c'est-à-dire que tu fais un court-métrage. Et c'est d'ailleurs ce qui est en train de, j'espère, en tout cas, je croise les doigts, mais ce qui est en train de se passer, grâce à un court-métrage, tu rencontres des sociétés de fiction qui, eux, se disent, ah, ok, il veut faire de la fiction, il a fait ce truc-là, peut-être qu'il va faire un autre court-métrage derrière, peut-être qu'un jour il fera un long-métrage, peut-être qu'un jour, c'est ce que j'aimerais, honnêtement, mais j'en sais rien du tout. Tout ça, j'ai pas de boule de cristal et tout. Mais l'idée, c'est de se dire, si Com devient un réal de fiction qui fait du long-métrage, qui fait voilà, tu gagnes en prestige, même aussi pour la société de publicité. C'est-à-dire que tu dis, voilà, vous voulez bosser avec un mec qui fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Et donc voilà. Et le prestige aussi direct que tu pourrais avoir avec un court-métrage. Quand tu as des sélections dans des festivals, tu gagnes, on va dire, un petit peu en prestige en fonction des festivals, évidemment. Tu vois. Mais donc voilà. Okay. Donc c'est ça l'intérêt. Mais évidemment, l'intérêt, il n'est pas palpable, mesurable là. Mais en fait, c'est un investissement qui peut être très vite rentabilisé si juste ce court-métrage-là te permet de gagner ne serait-ce qu'un projet, tu vois. Ok, très bien, c'est très très clair. Petite question, maintenant, on va faire, ça va être vraiment la fin. Donc malheureusement,
On va pas pouvoir vous montrer tout ce que Com a fait. Mais j'ai des petites questions assez rapides. Ouais, il y a beaucoup de choses en plus. On refera. Tu seras réinvité. C'est vous, le chat, qui le dirait si vous voulez le réinviter. Ils veulent pas. Non, si. Alors là, tout le monde se barre déjà, tu vois. Donc. Non, plus sérieusement, si j'arrive à retrouver mes petites notes, parce que. Ouais, truc tout bête. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui veulent être réal? Allez, vas-y, frère. Ah putain. Attends, je te préviens tout de suite. Hein. Cette rubrique-là, après, je mets Ludovico et Audi sur ta réponse. J'en fais un TikTok, ça fait 1 million de vues. Donc vas-y. Motive-moi. Comment il t'appelle ce mec? Il fait. Et là, je lui dis au mec, mais mec, pourquoi tu t'embêtes? Je veux dire, tu prends une caméra, tu tournes, t'es réel. Voilà, Blague à exactement. part, j'ai vu des vidéos de Judd Apatow, je sais pas si tu vois qui c'est un mec très connu aux États-Unis qui était un scénariste, qui est devenu réalisateur, etc., qui est vraiment, qui a fait plein de films très connus, comme 40 ans toujours puceau, enfin plein de comédies américaines. Et lui, te dirait cette réponse. Il te dirait, mec, prends une caméra, mets 2 comédiens face à face, tu les filmes, t'es réalisateur, tu vois. Et dans le fond, c'est vrai. Il n'y a pas d'école, il y a rien. Il y a aucun conseil que je puisse donner pour être réalisateur. Le seul, que je puisse donner en disant, il faut faire ci, telle école, tel parcours, tel truc. Il n'y a pas 2 parcours qui se ressemblent. Honnêtement, il n'y a pas 2 parcours qui se ressemblent. En revanche, ce que je peux te dire, c'est que qu'est-ce qui compte quand tu es réalisateur? La seule chose qui compte, c'est ce que tu as fait. On t'embauche pour quelque chose que tu as déjà fait avant. Donc en fait, en pub, on m'a embauché pour les vidéos qu'on a faites ensemble avec toi, Antoine. En fiction, on va peut-être m'embaucher pour le court-métrage que j'ai fait. Et la fiction d'après, on m'embauchera pour la fiction que j'ai fait avant. C'est le seul truc qui compte. Donc le seul moyen d'être réalisateur et de dire je suis réalisateur, c'est de faire quelque chose. Même si c'est pas un grand truc très ambitieux, etc., mais de le faire pour faire en sorte qu'après, des personnes qui font des trucs un petit peu mieux produits, machin, viennent te chercher en disant, voilà, on a vu que tu avais fait ça, et donc on vient te chercher pour ça. Et après, la personne du dessus, on a vu que tu avais fait ça. C'est la seule chose qui compte. Personne n'a jamais demandé si j'étais diplômé de quoi que ce soit. Personne m'a jamais demandé par où j'étais passé, quoi que ce soit. Tout ce qu'ils ont fait, s'ils sont allés sur mon site, ils ont vu ce que j'avais fait, ils m'ont dit, ok, t'es l'homme de la situation pour tel projet, tu vois. C'est la seule chose qui compte quand t'es réalisateur. C'est très clair, c'est très très clair. Donc faites les amis, faites des choses. Cassez-vous la gueule si vous n'arrivez pas, si ça marche pas, si c'est pourri une fois que vous l'avez fait, c'est pas grave, mais faites des choses. Qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus petit? Du plus loin que je me souvienne, je voulais être journaliste. Je voulais pas être réalisateur à la base. D'ailleurs, j'ai bifurqué vers ça parce que j'ai jamais voulu être réalisateur avant de faire des vidéos avec toi, mais à la base, je voulais pas du tout faire ça. Je voulais être monteur ou cadreur, mais je m'étais pas dit que je voulais être réalisateur. Mais par contre, avant tout ça, je voulais être journaliste, et je voulais être journaliste. Et après, je me suis dit, journaliste quoi? Journaliste télé. Puis après, je me suis dit, je vais faire journaliste télé. Puis après, on m'a dit, pas de souci pour faire journaliste télé, faut faire une école, généralement, faut faire Sciences Po ou machin. C'est quoi votre moyenne? Et là, j'ai vu que je serais jamais pris à Sciences Po ou quoi que ce soit, donc je me suis dit, peut-être que je vais pas pouvoir faire ça, et peut-être que je peux passer par la branche audiovisuelle, et donc c'est là où j'ai vu qu'il y avait une école de cinéma, et que du coup, je me suis dit, du coup, je serai cadreur ou caméraman, et je bosserai avec les journalistes, et ça sera cool, quoi. Et en plus, c'est des petites équipes, et c'est sympa. Et puis, la suite du parcours, c'est le début de la vidéo. C'est ça, regardez le replay. Oui, je voulais juste dire que parce que comme je sais pas, peut-être que plus tard des personnes tomberont sur cette vidéo au gré d'un autre épisode et en se disant mais tiens, c'est qui ce con? Il y a écrit réalisateur, je vais cliquer. J'aimerais juste dire que c'est un super métier que vraiment j'aime beaucoup et que j'invite tous les gens qui ont envie de raconter des histoires à essayer de le faire. Même si c'est pour se dire après en fait ça me saoule. Je pense que c'est vraiment c'est génial. Moi, il se trouve que je fais de la publicité, que c'est comme ça que je gagne ma vie, que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aimeraient pas faire ça. Mais même faire ça ou autre chose, je veux dire, être réalisateur, c'est vraiment un truc très cool. Je pense que tu partages mon avis, mon opinion, Antoine. Mais je pense que c'est un métier avec une vraie fibre artistique, avec ce qu'il faut d'artistique et ce qu'il faut de technique, pour faire en sorte que même si tu te sens pas 100% artiste, mais que tu aimes bien la technique, tu peux quand même essayer. Et même si tu te sens pas 100% technicien, mais que tu te sens artiste, tu peux essayer aussi, tu vois. C'est pas un truc qui nécessite d'avoir des méga compétences techniques ou des méga compétences artistiques. Il se trouve que si tu as les deux et que tu es génial dans les deux, là, dans ce cas, tu es le futur Spielberg et c'est génial. Mais en attendant, tu peux quand même essayer et développer, voir, tiens, est-ce qu'il y a un truc? Et je pense qu'essayer, pour le coup, et là, je vais vraiment faire le boomer avec ma phrase, mais attention, je vais la dire. Moi, quand j'ai fait des études, donc c'était il y a maintenant 16-17 ans, c'était déjà vachement plus simple qu'avant, mais c'était compliqué. Il fallait sortir une caméra qu'il fallait louer, qui coûtait cher.
et tu faisais du montage sur des stations qui coûtaient cher. Aujourd'hui, du tournage et faire du montage, ça coûte plus cher du tout. Tout ce qui compte aujourd'hui maintenant, c'est les idées, puisque tout le matériel est très accessible. Tu peux tourner avec un téléphone, tu peux monter avec n'importe quel ordinateur et n'importe quel logiciel gratuit. La seule chose qui fera la différence entre un réalisateur aujourd'hui et, alors hormis la technique que tu peux pousser, mais c'est la qualité de ce qu'il va écrire et des idées qu'il va mettre. Donc quelque part, ça ouvre ça ouvre la possibilité de devenir réalisateur à beaucoup plus de monde, et ça filtre aussi. Ça permet de dire, bah voilà, maintenant on va se concentrer sur la créativité et pas uniquement sur les personnes qui ont accès à des outils, tu vois. Tout le monde a accès aux outils maintenant, de plus en plus en tout cas. Et donc voilà. Donc je dirais, les personnes qui veulent essayer, qui veulent devenir, qui aimeraient être réalisateurs, essayez, réalisatrices, essayez. Et franchement, genre, je peux reprendre la phrase de Judd Apatow, mais c'est genre, tu mets deux personnes face à face, tu les filmes, t'es réalisateur, tu vois. C'est vraiment, c'est la réalité, tu vois. C'est le même métier. C'est juste qu'à un moment donné, tu as plus ou moins d'argent pour faire tes choses, mais sinon, tu peux être réalisateur avec juste ton téléphone. Et d'ailleurs, il y en a sur Internet. Merci. Moi, donc, j'allais dire que je vous retrouve sûrement demain en live pour jouer à Hogwarts Legacy, parce que c'est un super jeu qui, moi, je joue pas, moi. Tu me connais comme. Tu m'as déjà vu avoir avec une console jouer vraiment. Attends, je peux faire une parenthèse. Oui, tu oui, joues à Hogwarts Legacy, mais comment tu croyais que c'était sur PlayStation ou quoi? T'as pas de PlayStation, toi, chez toi? Mais là, un PC, frère. Ah, c'est aussi sur PC? Figure-toi que je l'ai acheté sur Epic Games. Voilà. Ok. Et Donc, il paraît que c'est c'est sur vachement PC. bien. C'est vrai? C'est vrai que c'est vachement C'est bien, c'est vraiment bien. Je t'invite à regarder les rediffs de mes lives. J'ai pas de compte Twitch, mais je vais m'en créer un du coup maintenant. Pour pouvoir Alors regarder des lives ça de par gens. contre c'est pas normal. Ça par contre c'est pas normal. Et puis tu follow hein, du coup, hein, bien sûr. Tout ça. Bah, je vais follower toi et puis Jean-Pierre Pernoub. Jean-Pierre Parce que Pernoub, ceux il en qui manque Twitch. qu'un en plus. En plus il en manque qu'un pour devenir affilié. Ceux qui sont ici et qui ne suivent pas encore Ah, d'accord. Jean-Pierre Pernoub, allez-y. Parce qu'il a tout sauf un follower qui lui manque. Alors allez-y, comme ça je peux lui filer mon subprime. Voilà, tous les mois. Échange de bons procédés. Ok. Bref, merci beaucoup Com. Je crois que j'ai pas de Merci fait de beaucoup, générique Antoine. de fin. Merde, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais que t'es jamais venu sur mon générique de fin? T'es jamais venu sur mon live? Je la première suis fois. venu sur ton live, je t'ai vu jouer à Zelda, je t'ai dit. Sur Oui, mais 64. j'avais pas le générique de fin. Ah Parce non. que ça va te plaire tu ce vois. générique. Ça va te rappeler quelque chose. Je te le lance et je reviens direct après. À tout de suite, hein. Voilà, c'est ça, jusqu'au bout, hein. Voilà, c'est ça mon générique de fin. C'est la pub. Ah, c'est génial. C'est Pêche Melba. C'est génial. Ça va te rappeler des trucs. C'est parfait parce qu'on parlait de pub, alors on conclut. Eh ben, avec une exactement, publicité. mais même Eh quand ben, je- maintenant, j'invite toutes les personnes qui regardent ce live à se refaire toutes les réunions par lesquelles sont passés tous les mecs qui ont bossé sur cette publicité que vous allez voir en générique de fin parce qu'ils sont passés par les mêmes réunions. C'est ça le pire, c'est ça le pire. Merci à tous, on se retrouve demain et on se retrouve surtout la semaine prochaine, je pense, pour on parle la bouche pleine. C'était Toutoun et comme réalisateur de pub, entre autres, on va dire. À bientôt. On se laisse avec Pêche Melba comme d'habitude et moi je retourne travailler. Bisous. Salut Com. Salut. Ba ba ba, pêche-moi le bas, pêche-moi le bas.